Tu désires de l'argent, petit? Voici mon offre. Joue quelque chose digne d'intérêt à mon gala la semaine prochaine, et je t'adopterai. Cependant, lorsque tu échoueras, car tu échoueras, n'avise plus jamais de t'approcher de mon immeuble. Comment la cruauté calculée d'un millionnaire au cœur de pierre peut-elle devenir le théâtre de la plus grande épiphanie de son existence? Lorsque Léo Martin, 12 ans, un enfant des rues dont l'unique possession est un clavier endommagé et un rêve tenace, relève un défi conçu pour le briser, nul ne peut anticiper les conséquences. Ceci est le récit de la manière dont une unique chanson, une mélodie obsédante, peut faire voler en éclats chaque préjugé, chaque conviction et chaque cœur de glace au sein d'une assemblée de l'élite parisienne. Chers amis, je vous invite humblement à suivre cette histoire jusqu'à son terme et à la noter sur une échelle de 1 à 10. Votre appréciation me guidera pour vous offrir des récits de meilleure qualité à l'avenir. Si c'est la première fois que vous découvrez mes histoires, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer de mes publications quotidiennes. Je vous remercie et vous invite à vous immerger dans le récit complet. Le vent de novembre était une bise acérée qui s'infiltrait au cœur de Paris comme une lame de rasoir. Il hurlait dans les avenues haussmanniennes, glaçant jusqu'à la moelle les passants emmitouflés. Mais Léo Martin, lui, ne le sentait presque plus. Pour lui, le froid était un compagnon silencieux, une toile de fond à sa survie. Ses doigts d'enfant de 12 ans, tuméfiés par le gel, voltigeaient sur les touches de son clavier Casio ébréché, extrayant une mélopée d'une beauté poignante, une âme musicale bien trop grande pour un instrument si abîmé. Son théâtre était un angle de rue, à la croisée de la rue de la Paix et de la place Vendôme. Un morceau de carton crasseux constituait sa seule isolation contre le béton glacial, un rempart dérisoire contre le froid qui remontait de la terre. Il interprétait une version poignante de « Douce nuit », bien que les fêtes de fin d'année fussent encore lointaines. Le flot des acheteurs fortunés s'écoulait, indifférent. Parfois, une main gantée laissait tomber quelques pièces dans l'étui ouvert, le son métallique sur le plastique usé étant une promesse fugace d'un repas. Mais la majorité des passants feignaient d'ignorer le jeune garçon noir, engoncé dans un manteau manifestement trop grand pour lui, un vêtement qui portait les stigmates de trop nombreux hivers. Léo jouait sans relâche depuis 3 heures, pour une maigre récolte de 7,50 €. De quoi s'offrir, avec parcimonie, un repas chaud, un instant de répit. Son estomac protestait par des gargouillements sourds, mais il persévérait. La musique était son dernier refuge, l'ultime vestige de sa vie d'avant, avant que le chaos ne l'emporte et que le silence ne devienne la partition de ses jours. Soudain, les portes monumentales de la tour Beaumont, une flèche de verre et d'acier qui transperçait les nuages parisiens, pivotèrent. Stéphane Beaumont en personne apparut, l'incarnation même du pouvoir et du dédain, escorté par son assistante de direction, Chloé Leroy, et 2 colosses en costume qui semblaient taillés dans le granit. À 59 ans, l'aura de Beaumont était palpable. Chevelure poivre et sel impeccable, costume d'un bleu profond d'une valeur inestimable, et ce masque de mépris permanent, sa signature dans le monde des affaires. « Monsieur Beaumont, la voiture nous attend », murmura Chloé d'une voix qui se voulait apaisante. Mais Stéphane s'était immobilisé, son regard d'aigle fixé sur la source de cette musique inattendue, une dissonance dans la symphonie parfaitement maîtrisée de son univers. Léo, lui, était ailleurs, dans une bulle musicale où le monde extérieur n'existait plus. Les yeux clos, il se laissait porter par les notes, un arrangement complexe hérité de sa mère. Les gardes du corps firent un pas pour écarter l'obstacle, mais un geste de la main gantée de Stéphane les arrêta net. Eh bien, sa voix de basse résonna, faisant sursauter Léo. Une fausse note, stridente, le ramena à la dure réalité. Qu'est-ce que nous avons là? Un autre musicien des rues qui pollue l'atmosphère de son vacarme. Les paupières de Léo s'ouvrirent d'un coup, plongeant son regard dans celui, glacial, du millionnaire. Il avait déjà vu ce visage dans les magazines qu'il feuilletait à la bibliothèque municipale pour échapper au froid. L'homme qui régnait sur une partie de la capitale, un titan de l'immobilier et de la tech. Je fais juste de la musique, monsieur, articula Léo, sa voix un fil ténu dans le bruit ambiant, ses mains toujours posées sur le clavier. Stéphane laissa échapper un rire bref et sec, un son qui attira l'attention des curieux. Un petit attroupement commença à se former. De la musique? Vous osez appeler ça de la musique? C'est une nuisance sonore, mon garçon. La véritable musique, la grande musique, requiert du talent, de la discipline, un héritage. Des concepts qui vous sont manifestement étrangers. La foule s'épaississait. Un smartphone s'éleva pour immortaliser la scène.
Chloé posa une main discrète sur le bras de son patron. Monsieur, la réunion pour la fusion est imminente. Réponds-moi, gamin, l'ignora Stéphane, s'approchant de Léo, son ombre le recouvrant. Combien te rapporte cette performance? 20 €? 30, les jours de fête? Parfois, répondit Léo avec une dignité qui démentait sa situation. C'est suffisant. Suffisant? Stéphane sortit de son portefeuille un billet de 100 €, neuf et rigide. Il l'agita sous le nez de Léo, s'assurant que l'audience ne manque rien du spectacle. Non. Ça, c'est de l'argent. Du vrai argent. Les yeux de Léo s'agrandirent. 100 €. Une fortune. De quoi manger à sa faim pendant une semaine. Peut-être même une paire de gants neufs pour protéger ses doigts du froid mordant. Voici mon offre, déclama Stéphane, sa voix portant loin. Un gala de charité se tiendra dans ma salle de réception samedi prochain. Le tout Paris y sera. Tu viens, tu joues quelque chose de potable sur ton jouet, et si tu parviens à impressionner ne serait-ce qu'une âme dans cette salle, je t'adopte. Je t'offre une maison, une éducation, une vie. Un murmure parcourut la foule. Chloé le regardait, atterrée. Monsieur Beaumont, je vous en prie. Mais, enchaîna Stéphane, un sourire carnassier aux lèvres, quand tu te ridiculiseras et ce sera inévitable, car que peut bien connaître un enfant des rues à la musique? Tu disparaîtras de mon champ de vision. Pour toujours. Tu emporteras ta pollution sonore loin de mes propriétés. Léo dévisagea le billet, puis l'homme. La foule, silencieuse, attendait. Il sentait sur lui leur regard, un mélange de pitié et de curiosité malsaine. Gardez votre argent, dit Léo d'une voix étonnamment ferme, son cœur battant à se rompre. J'accepte le défi. Stéphane éclata de rire et lança le billet dans l'étui. Samedi. 20 h. Le concierge aura ton nom. Mais ne te donne pas cette peine. Les gens de ton espèce n'honorent jamais leurs engagements. Monsieur Beaumont. S'indigna Chloé, mais il tournait déjà les talons, se dirigeant vers sa Bentley qui l'attendait. Une semaine, gamin. Lança-t-il par-dessus son épaule. Sois prêt pour l'humiliation, ou ne viens pas du tout. La berline de luxe s'éloigna. Léo resta immobile sur son carton. L'attroupement se dissipa, non sans que quelques pièces supplémentaires ne viennent s'ajouter à son pécule. Une femme âgée, d'origine antillaise, s'approcha et glissa un billet de 5 € dans sa main. Ne te laisse pas abattre, mon fils, lui dit-elle avec un accent chantant. Ces gens-là croient que le monde est à eux. Léo la remercia d'un signe de tête, la gorge trop nouée pour parler. Son regard tomba sur le billet de 100 €. Le visage de la Marianne, allégorie de la République, semblait le fixer avec une ironie mordante. Une semaine. Une seule chance. Une chanson pour tout changer, ou pour tout perdre. Le vent redoubla de violence. Léo rangea son clavier dans l'étui usé, ses doigts effleurant la photo qu'il y gardait précieusement, sa mère, Valérie, le regard lumineux, assise devant le piano de leur ancien appartement. La vraie musique exige un héritage, avait dit le millionnaire. Il ne savait rien. Léo se redressa, l'étui en bandoulière. Une semaine pour leur montrer que la musique ne connaissait ni la fortune, ni la couleur, ni les origines. Quel était le langage de l'âme, une histoire qui se devait d'être racontée. Mais qui serait là pour l'écouter? Le foyer Saint-Michel, à l'est de Paris, grouillait de monde lorsque Léo y pénétra. Le billet de 100 €, dissimulé dans sa chaussure, était comme une braise ardente. Léo, enfin. La voix de Manon Rousseau, l'assistante sociale qui le suivait depuis 2 ans, s'éleva au-dessus du brouhaha. Salut, Madame Manon. Son sourire était forcé, et elle le vit tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air d'avoir croisé un spectre. Elle l'entraîna à l'écart, loin des longues tables où s'entassaient les résidents pour le dîner. Léo lui raconta tout, en détail. Le visage de Manon passa de l'incrédulité à une colère froide, puis à une profonde inquiétude. Stéphane Beaumont, lâcha-t-elle, le nom comme un poison sur ses lèvres. Sa fondation nous subventionne, mais je connais la réputation de l'homme. Il adore les avantages fiscaux et la publicité, mais l'humanité, ce n'est pas son domaine. Et si, pour une fois, il était sincère, hasarda Léo. Et si c'était ma seule chance de m'en sortir? Manon lui prit les mains. Mon chéri,
je sais à quel point c'est dur. Je te vois jouer chaque jour, mettre ton cœur à nu pour quelques euros. Mais les hommes comme Beaumont ne tendent pas la main pour aider. Ils le font pour leur propre divertissement, pour se sentir puissants. Alors je vais le surprendre, affirma Léo avec une nouvelle détermination. Je vais jouer quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Marc, un agent de sécurité du foyer, un colosse au cœur tendre, avait surpris leur conversation. Gamin, j'ai bossé pour un de ces événements. Le mec nous ignore, sauf pour nous aboyer dessus. T'es sûr de vouloir te mettre dans cette situation? Ai-je le choix? La voix de Léo se cassa. Demain, ça fera 2 ans. Manon comprit. Le 15 novembre. L'anniversaire de la mort de sa mère, Valérie. Elle était professeure de musique, dit Léo, le regard perdu dans le vide. À l'école Jean Jaurès. Elle m'a tout appris. Elle disait que la musique coulait dans nos veines. Mon arrière-grand-père, il jouait du jazz au caveau de la Huchette. Tu ne m'en avais jamais parlé. Maman n'aimait pas le passé. Elle disait qu'il fallait regarder devant. Mais elle a fait de moi un musicien. Il caressa l'étui de son clavier. C'est tout ce qui me reste d'elle. Sarah, 10 ans, une autre enfant du foyer, s'approcha. Tu vas jouer pour les riches, Léo? Joue ta chanson, celle sur les trains. Elle me fait toujours pleurer. Tu composes? S'étonna Manon. Léo rougit. Un peu. Maman disait que jouer la musique des autres, c'est bien. Mais créer la sienne, c'est parler avec Dieu. Le dîner se terminait. Les lits de camp allaient bientôt être installés. Léo, reprit Manon. Si tu y vas, il faut être préparé. Ces gens attendent du classique. Du Mozart, du Beethoven. Je connais le classique, assura Léo. Mais ce n'est pas ça que je jouerai. Marc laissa échapper un petit rire. Il a du cran, le petit. Tu crois vraiment que Stéphane Beaumont va écouter ta composition? Il le faudra, répondit Léo. Au pire, quoi? Je perds le droit de jouer devant son immeuble. Paris est grand. Mais il savait que ce n'était pas si simple. Ce coin de rue était devenu son refuge. Le petit José, 8 ans, le tira par la manche. On te verra à la télé? Je ne sais pas, si tu es adopté, tu nous oublieras, demanda Sarah, une pointe d'angoisse dans la voix. Jamais, promit Léo, même si au fond, c'était bien ce qu'il espérait, partir. L'heure du coucher approchait. Alors que Léo se dirigeait vers son lit, Manon le rappela. Léo, attends. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai cherché ton père. Léo se figea. Mon père? Ta mère a mis un nom sur ton acte de naissance. Jacques Moreau. Je crois l'avoir retrouvé. Il a un magasin de musique à Montmartre. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Il est vivant? Ici, à Paris? Je n'en suis pas certaine. Mais Léo, si c'est lui, par lui. Ne mise pas tout sur le jeu cruel de Beaumont. Le dossier que Manon lui tendit tremblait dans ses mains. Une adresse, une photo d'une boutique, musique Moreau, et le visage d'un homme noir d'une 60aine d'années. Pourquoi elle ne m'a jamais rien dit? Je l'ignore, mon petit. Mais promets-moi une chose. Samedi, quoi qu'il arrive, ne laisse personne te voler ta musique. C'est un trésor. Ne laisse personne te dire le contraire. Cette nuit-là, Léo ne dormit pas. Le dossier sous son oreiller était une bombe à retardement. Un père inconnu. Un défi impossible. Dans une semaine, sa vie allait basculer. Il ne savait juste pas de quel côté. Le magasin Musique Moreau, niché à Montmartre, était une capsule temporelle. Léo hésita 20 minutes devant la vitrine poussiéreuse, l'étui de son clavier pesant une tonne sur son épaule. À l'intérieur, l'homme de la photo, les cheveux maintenant complètement blancs, accordait une guitare avec des gestes d'orfèvre. Était-ce lui? Et si oui, pourquoi l'avait-il abandonné? Le tintement de la clochette annonça son entrée. L'odeur du bois ciré et du vieux papier l'enveloppa. Des instruments partout, un poster de Louis Armstrong, des photos dédicacées. Puis-je faire quelque chose pour vous, jeune homme? Jacques Moreau leva des yeux doux hélas. J'ai besoin de m'entraîner, balbutia Léo. Je peux payer. Il sortit le billet de 100 euros.
Jacques haussa un sourcil. C'est une grosse somme pour un enfant. Tu as des problèmes. Non, monsieur. Je l'ai gagné. Plus ou moins. L'histoire de Stéphane Beaumont, du défi, du gala, se déversa comme un torrent. Tout en parlant, Léo scrutait le visage de Jacques, cherchant une ressemblance, un signe. Le même nez, peut-être. La même inclinaison de la tête. Beaumont, répéta Jacques, songeur. Il est venu ici il y a quelques années. Il voulait acheter ma collection de guitares vintage pour décorer son bureau. Des instruments avec une âme, traités comme des bibelots. J'ai refusé. Il a menacé de racheter l'immeuble pour m'expulser. Un sourire fugace éclaira son visage. Le propriétaire est un ami. Il l'a envoyé promener. Léo sourit aussi. Puis, prenant son courage à deux mains, je m'appelle Léo Martin. Ma mère était Valérie Martin. Le visage de Jacques se vida de son sang. Le médiator lui échappa des doigts. Valérie ? Murmura-t-il. Tu es le fils de Valérie ? Vous la connaissiez. Jacques le contourna, comme en transe. De près, le doute n'était plus permis. Ils avaient les mêmes yeux. Je la connaissais, dit-il d'une voix étranglée. Mon Dieu, je la connaissais. Et tu ? Tu es. Votre fils, acheva Léo. N'est-ce pas ? Oui. Une cliente entra à ce moment-là. Jacques s'excusa, le conduisant dans l'arrière-boutique, un atelier chaotique. J'ai rencontré ta mère dans un club de jazz, il y a longtemps. Elle jouait du piano comme personne. On a été ensemble 2 ans. Des années magnifiques. Et puis quoi ? J'étais un lâche, avoua Jacques, la honte gravée sur son visage. Je buvais, je n'étais personne. Ta mère, elle avait un avenir. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai pris peur. J'ai fui. Léo sentit une colère froide monter en lui. Vous l'avez abandonnée ? C'est la plus grande erreur de ma vie. 1 an après, j'étais sobre. Je l'ai cherchée, mais elle avait disparu. J'ai continué à chercher, toutes ces années. Il sortit de son portefeuille une photo de sa mère, jeune, radieuse. Elle est morte, dit Léo, sa voix plate. Il y a 2 ans. Un cancer. Jacques accusa le coup. Je sais. J'ai vu l'avis de décès. Mais tu avais disparu dans le système. J'étais à Saint-Michel. Je jouais dans la rue pour survivre. Oh, mon Dieu. Jacques se prit la tête entre les mains. Elle a dû me haïr. Elle ne parlait jamais de vous, dit Léo. Mais elle m'a appris la musique. Elle disait que c'était dans mon sang. Tu joues ? Pour toute réponse, Léo sortit son clavier et joua un prélude de Debussy, un des morceaux fétiches de sa mère. Les notes emplirent l'atelier. Quand il eut fini, des larmes coulaient sur les joues de Jacques. Tu as son toucher. Mais il y a autre chose. Quelque chose à toi. Je compose, admit Léo. Montre-moi. Il joua sa propre pièce, une ode à la nuit parisienne, à la solitude et à l'espoir. Un mélange de jazz et de classique, profondément personnel. C'est magnifique, souffla Jacques. C'est ça que je veux jouer au gala, déclara Léo. Ma musique. Jacques resta silencieux un long moment. Ce piano, là-bas. C'est un Steinway. Une merveille. Je le restaure depuis 3 ans. Si tu dois affronter ces gens, ce sera sur un vrai piano. Je n'ai pas les moyens. Tu es mon fils, le coupa Jacques. Tout ce qui est ici est à toi. Les mots flottèrent entre eux. La cliente à l'avant s'impatienta. Reviens ce soir, quand j'aurai fermé, dit Jacques. On va travailler ton morceau. Et après, Léo. Après, on parlera de l'avenir. Tu ne retourneras pas à la rue. Tu as une famille. Une famille. Le mot sonnait faux. Pourquoi vous ferais-je confiance ? Vous êtes déjà parti. Parce que je le regrette chaque jour depuis 12 ans, dit Jacques. Parce que ta mère, à juste titre, ne m'a jamais laissé me racheter. Mais tu es là. Et je suis là. C'est peut-être ma dernière chance. Ce soir-là, Léo revint. Ils travaillèrent des heures. Jacques lui montra des techniques, des nuances.
Marc, l'ami agent de sécurité, passa une tête et resta bouche bée. Ce gamin est un génie. Il va jouer au gala de Beaumont, expliqua Jacques. Marc siffla. Ce raciste? Bonne chance, petit. Il ne reconnaîtra jamais le talent. Peut-être, dit Léo. Ou peut-être qu'il n'a juste jamais entendu la bonne chanson. Tard dans la nuit, Jacques lui enseigna l'art de la scène. Ta mère avait ce don. Elle pouvait suspendre le temps. Tu l'as aussi. Ne laisse personne t'en convaincre du contraire. Au moment de partir, Jacques le serra maladroitement dans ses bras. Je serai là, promit-il. Tu ne seras pas seul. Sur le chemin du retour, le poids de l'étui semblait plus léger. Il avait un père. Un père brisé, mais un père quand même. Dans 2 jours, il allait leur montrer ce qu'était la vraie musique. Celle qui vient des tripes, du cœur. Celle qui dit la vérité. Mais serait-il seulement capable de l'entendre? La réponse viendrait samedi. Le bureau de Stéphane Beaumont, au sommet de sa tour, était un sanctuaire dédié à son ego. La veille du gala, il y avait convoqué son conseil d'administration, Olivier Mercier, le magnate de la pharmacie, Sandrine Leroy, l'héritière de centres commerciaux, le juge Nicolas Lefebvre, le seul membre noir, et Manon Dupont, sa jeune et ambitieuse protégée. Le gala de demain sera inoubliable, annonça Stéphane en se servant un cognac. J'ai entendu dire que vous aviez fait un pari cruel avec un enfant, attaqua d'emblée le juge Lefebvre. Je lui ai offert une chance, rétorqua Stéphane. Une leçon de vie. Quand il échouera, il apprendra que la vie n'est pas un conte de fées. Vous le poussez à l'humiliation publique, insista Lefebvre. Sandrine Leroy gloussa. Oh, Nicolas, un peu de drame ne fait pas de mal. Pensez à la publicité. J'ai convié les médias, confirma Stéphane. Ma générosité sera dûment documentée. Chloé, son assistante, osa intervenir. Et s'il était vraiment talentueux? Stéphane la foudroya du regard. Talentueux? Un gamin des rues? N'importe quoi. C'est du bruit, pas de la musique. La vraie musique a une lignée, une culture. Ça ne s'apprend pas sur le trottoir. Manon Dupont consulta sa tablette. L'histoire fait déjà le tour des réseaux sociaux. Qu'il parle, balaya Stéphane. Samedi, ils verront que j'avais raison. Et s'il ne vient pas, demanda Lefebvre. Encore mieux. La preuve que ces gens-là sont incapables de saisir leur chance. Ces gens-là, répéta Lefebvre, sa voix glaciale. Les pauvres, Nicolas, les pauvres. Ne soyez pas si susceptibles. Un avocat entra pour discuter des aspects légaux. L'enfant est représenté par une certaine Manon Rousseau, du foyer Saint-Michel. Stéphane éclata de rire. Une assistante sociale? Je tremble. Dites-lui que les termes ne sont pas négociables. Le téléphone de Chloé vibra. Monsieur, il y a du nouveau. Un certain Jacques Moreau annonce sa présence au gala. Il prétend être le père du garçon. Moreau? Le sang de Stéphane ne fit qu'un tour. Le brocanteur qui a refusé de me vendre sa boutique? Lui-même. Le visage de Stéphane se durcit. Parfait. Il assistera à l'échec de son fils en direct. Assurez-vous qu'il ne quitte pas la salle de bal. C'en est trop. Le juge Lefebvre se leva. Stéphane, c'est de la cruauté pure. C'est la vie, Nicolas. Ce garçon doit apprendre sa place. Ma place non plus n'est pas ici, dit Lefebvre. J'ai grandi dans la même misère que lui. Tu es différent, trancha Stéphane. Tu as réussi. Tu es devenu l'un des nôtres. Non, Stéphane, corrigea Lefebvre. Je ne serai jamais l'un des vôtres. J'ai juste appris à parler votre langue. Et il quitta la pièce. Après le départ des autres, Chloé s'attarda. Monsieur, ce que vous faites est mal. Ce que je fais, Chloé, c'est rétablir l'ordre naturel des choses. Le talent n'est pas démocratique. Il est hérité. Ce garçon doit l'accepter. Et si vous vous trompiez? Je ne me trompe jamais sur les gens comme lui, dit Stéphane en contemplant son royaume depuis sa fenêtre. Demain, je lui rendrai service en lui montrant la vérité. En sortant, Chloé envoya un texto à Manon Rousseau, il s'attend à ce qu'il échoue. Préparez Léo. 40 étages plus bas,
Léo fixait la tour, un David de béton face à un Goliath de verre. Il préparait son humiliation. Mais il ne savait rien. Rien de son père retrouvé, rien de la chanson qu'il avait polie jusqu'à la perfection, rien du feu qui l'animait. Il avait survécu à tout. Il survivrait à ça aussi. Mais Stéphane Beaumont, lui, survivrait-il à la vérité? Vendredi soir, dans l'arrière-boutique de musique Moreau, Léo jouait sur le Steinway. Jacques et Manon l'écoutaient, le cœur serré. « Recommence, dit Jacques. Raconte-leur ton histoire. » La musique de Léo était une prière, une complainte, un cri de défi. Elle racontait la mort de sa mère, les nuits dans le froid, la survie. Marc, l'agent de sécurité, était revenu. « C'est plus que de la musique, murmura-t-il. Le téléphone de Manon sonna. C'était Chloé. Beaumont a tout transformé en cirque médiatique. Qu'il le fasse, dit Léo, ses yeux brillant d'une lueur farouche. Ils veulent un spectacle? Ils en auront un. La porte de la boutique s'ouvrit. C'était le juge Lefebvre. Je suis venu vous prévenir, dit-il. Beaumont a prévu un vrai musicien pour jouer après vous, pour souligner votre échec. Jacques serra les poings. Mais, continua le juge, j'ai aussi invité 3 critiques musicaux de mes amis. Ils vous jugeront équitablement. Pourquoi? Demanda Léo. Parce que je sais ce que c'est que d'être jugé avant même d'avoir ouvert la bouche, répondit Lefebvre. Quoi qu'il arrive, appelez-moi après. Il existe de vraies opportunités. Après son départ, la peur s'insinua en Léo. Et si je n'y arrive pas? Tu joues pour ta mère, dit Jacques. Pour toi. Pour tous ceux qu'on a voulu faire taire. C'est une force qu'ils n'auront jamais. Il joua une dernière fois. La musique emplit la pièce, portant l'histoire de chacun d'eux, leurs peines, leurs luttes, leurs espoirs. Quand la dernière note s'éteignit, ils avaient tous les larmes aux yeux. Ils ne sont pas prêts, souffla Jacques. Demain, il allait affronter leur monde. Mais la musique serait son armure, sa vérité. Et peut-être, juste peut-être, cela suffirait. La grande salle de bal Beaumont était une orgie de luxe et d'opulence. Léo, dans son costume de seconde main, attendait dans les coulisses avec Manon. Le cœur battant, il observait la foule par une fente de la porte. Stéphane Beaumont paradait, un verre de champagne à la main. Les caméras étaient partout. Mesdames et messieurs, tonna la voix de Beaumont. Il raconta sa version de l'histoire, un conte de fées cruel où il était le bienfaiteur et Léo le mendiant ingrat. La foule rit. Léo vit son père, Jacques, le visage fermé, et le juge Lefebvre, bouillonnant de rage. Et maintenant, Léo Martin. Voyons si la rue a quelque chose à nous apprendre. La porte s'ouvrit. Léo traversa la salle sous les regards curieux et condescendants. Le piano, un besan d'Orphée impérial, l'attendait sur l'estrade, un monstre magnifique. Il s'assit, ajusta le tabouret. On attend, lança Beaumont. Léo ferma les yeux. Il n'était plus là. Il était avec sa mère. Joue ta vérité, mon chéri, lui murmura-t-elle. La première note suspendit le temps. La mélodie, d'abord simple, une berceuse, se complexifia, devint une tempête, un requiem, un hymne à la survie. La salle était pétrifiée. Les doigts de Léo dansaient sur le clavier, mêlant jazz et classique avec une virtuosité stupéfiante. Il racontait la mort de sa mère, les nuits glaciales, la faim, mais aussi la résilience, la beauté trouvée dans les décombres. Stéphane Beaumont, figé, sentit sa coupe de champagne trembler. Ce n'était pas possible. Ce gamin jouait avec une maîtrise et une émotion qu'aucun conservatoire ne pouvait enseigner. Près de la scène, un des critiques invités par Lefebvre murmura « C'est du génie ». De la composition de niveau doctoral. Le morceau atteignit son paroxysme, une explosion de notes, de douleur et d'espoir, avant de s'éteindre dans un silence assourdissant. Léo garda la tête baissée, le souffle court. Après une éternité, les applaudissements commencèrent, timides d'abord, puis un tonnerre. Le juge Lefebvre et Jacques furent les premiers. Puis toute la salle, comme libérée d'un sortilège. Léo releva la tête, les larmes aux yeux, et fixa Beaumont. C'était pour ma mère, dit-il, sa voix résonnant dans le silence qui suivit. La musique n'est pas une question d'argent, monsieur Beaumont. C'est une question de vérité. Et la vérité, c'est que vous avez peur de nous.
Parce que nous prouvons que votre monde est un mensonge. Avant que quiconque ne puisse réagir, il se retourna vers le piano. Je n'ai pas fini. Il improvisa. Les sons de la rue, le RER, les conversations, la solitude de la nuit, tout Paris se déversait de ses doigts. C'était une sonate de la ville, une symphonie des oubliés. Jacques pleurait en silence. Son fils. Son fils créait un nouveau langage musical sous ses yeux. Chloé filmait, sachant qu'elle serait renvoyée, mais s'en moquant. L'histoire était en marche. Arrêtez, hurla Beaumont, son visage blême. Arrêtez immédiatement. Léo s'exécuta. Vous m'avez demandé de jouer quelque chose de valable, dit-il calmement. C'est ce que je fais. Écoutez-vous? Ce n'est pas de la musique. C'en est, le coupa le juge Lefebvre. Et de la plus haute espèce. La docteure Sarah Dubois, une musicologue renommée, s'avança. Monsieur Beaumont, ce jeune homme a démontré un talent et une compréhension musicale que je n'ai vu qu'une poignée de fois dans ma carrière. C'est un prodige. Impossible, balbutia Beaumont. Il n'a aucune éducation. J'en ai une, rétorqua Léo. Ma mère était diplômée de la Sorbonne. Mais ça, vous ne pouviez pas le deviner, n'est-ce pas? Vous n'avez vu qu'un gamin noir. Manon, qui avait enfin réussi à entrer, le rejoignit, posant une main protectrice sur son épaule. La pauvreté n'annule pas le génie, monsieur Beaumont. Ce soir, la seule chose qui est diminuée, c'est votre réputation. La nouvelle de la présence de Jacques, son père, acheva de semer le chaos. Beaumont, acculé, cria au complot. Mais ces accusations sonnaient faux. Manon Dupont, sa protégée, lui montra sa tablette. Le hashtag Léo joue la vérité était viral. Le monde entier regardait. Léo se remit au piano. Il joua un duo que sa mère lui avait appris, jouant les deux parties seules, une métaphore poignante de son deuil. Puis, une vieille femme d'origine antillaise, une serveuse nommée Monique Durand, se mit à chanter sur sa mélodie, un vieux spiritual qui flotta dans la salle comme un fantôme de l'histoire. Le moment était d'une puissance inouïe. Les experts musicaux présents confirmèrent l'un après l'autre l'étendue du talent de Léo, utilisant des termes techniques qui ne faisaient que souligner l'ignorance de Beaumont. Léo se leva et fit face à la foule. Il parla de sa mère, de son héritage, de la culture de la survie, de la beauté née de la souffrance. Il parla pour tous les enfants invisibles. La salle était divisée, électrisée. Le juge Lefebvre rappela à Beaumont sa promesse. Acculé, le millionnaire explosa, avouant que ce n'était qu'une blague, un coup de pub. Vous avez donc menti, conclut Léo, simplement. Et ce mot, menteur, résonna dans la salle et sur les écrans du monde entier. Les offres se mirent à pleuvoir, le Conservatoire de Paris, des orchestres, des producteurs. Mais Léo les arrêta. Je ne veux pas être votre bonne action, dit-il. Je veux juste jouer. Le juge Lefebvre lui demanda ce qu'il voulait vraiment. Une école, répondit Léo. Une maison. Et connaître mon père. Monique Durand, la serveuse, prit la parole. Elle raconta sa propre histoire de rêve brisé, et comment ce garçon, ce soir, avait construit un pont entre leurs deux mondes. C'était la déchéance de Beaumont, en direct. Vaincu, il murmura, joue encore quelque chose. Pourquoi? Parce que. Cette fois, je veux écouter. Léo joua, Douce nuit. Une version simple, dépouillée, comme une absolution. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Stéphane Beaumont pleura. Des larmes de honte et de regret. Quand la musique cessa, Léo s'approcha de lui. Ma mère vous aurait pardonné, dit-il. Mais je ne suis pas elle. Je me souviendrai. Puis il se tourna vers le juge. Je veux rentrer à la maison. Ce n'était pas la fin, mais un commencement. 6 mois plus tard, Léo donnait un concert au Conservatoire de Paris. La salle était comble. Dans le public, sa nouvelle famille, Jacques, Manon, le juge Lefebvre, et tous les enfants du foyer, resplendissant dans des vêtements neufs achetés avec un fond créé par Léo. Au fond, seul, Stéphane Beaumont. L'homme avait changé. Il avait cédé la moitié de sa fortune pour créer une fondation pour l'éducation musicale des enfants défavorisés. Il ne dirigeait plus son empire, il le subissait. Il passait ses journées à regarder la vidéo de cette nuit-là. En coulisses,
la petite Sarah offrit une rose à Léo. « Tu es notre héros. »« Non, dit-il. Je suis juste un musicien. » Sur scène, il prit la parole. Il parla du talent, des opportunités, de la nécessité de changer le système. « Ce morceau est pour quelqu'un que je croyais haïr, » dit-il en regardant Beaumont. Il s'appelle Rédemption. Ce n'est pas encore le pardon. Mais c'est un début. La musique emplit la salle. Elle racontait la chute d'un homme et l'ascension d'un autre, mais aussi la possibilité d'une rencontre, d'une transformation. L'ovation fut immense. Après, dans le hall, Beaumont s'approcha. « Merci, dit-il simplement. »« Je ne l'ai pas fait pour vous, répondit Léo. Mais je suis content que vous ayez écouté. »« Je continuerai d'écouter, promit Beaumont. » Léo rejoignit sa famille. Alors qu'il sortait dans la nuit parisienne, il pensa à sa mère. Elle avait raison. La musique pouvait changer le monde. Un cœur à la fois. Derrière eux, Stéphane Beaumont restait seul, contemplant le piano vide. Demain, il irait au foyer Saint-Michel pour sa séance de bénévolat hebdomadaire. Ce n'était pas assez. Ce ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose. Et Léo lui avait appris que parfois, quelque chose, c'est tout ce qui compte. La musique, la vraie, appartient à ceux qui ont le courage de l'écouter. Cher ami, chaque enfant mérite la chance de découvrir son don, que ce soit la musique, l'art, la science ou toute autre passion qui enflamme son âme. Le talent ne choisit pas en fonction de la richesse, de la race ou des circonstances. Il existe partout, attendant une opportunité pour le libérer. Aujourd'hui, il y a d'innombrables jeunes Léo Martin dans nos communautés, des enfants brillants dont le potentiel reste caché simplement parce qu'ils manquent de ressources, pas de capacité. Ils méritent notre attention, notre investissement et, plus important encore, notre conviction que leur voix compte. Rappelez-vous, la grandeur ne naît pas seulement du privilège, elle naît du refus de l'esprit humain d'être diminué. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que ses rêves sont valides, que ses talents sont réels et que son avenir vaut la peine de se battre. Ensemble, nous pouvons construire des ponts là où se dressaient autrefois des murs. Merci d'avoir écouté, merci de vous en soucier, et merci de faire partie d'une communauté qui croit que la chanson de chaque enfant mérite d'être entendue. Abonnez-vous maintenant. Partagez l'espoir. Soyez le changement. C'est